Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les entreprises d'État. Des tracteurs aux machines à coudre, la reconversion d'une usine d'État. Il ne m'a pas fallu aller bien loin pour trouver cette usine. Elle était située en face de l'université, de l'autre côté de l'avenue. C'était un Danteway, une unité de vie, c'est-à-dire que ceux qui y travaillent y vivent en quasi-autarcie. L'unité de vie assure le logement et la nourriture des salariés habitants. Elle s'occupe de la scolarité des enfants et prend en charge les vieux et les malades. Elle est à peine visible sur l'avenue bordée d'habitations. Entre deux immeubles, une petite rue est fermée par une barrière et un poste de garde. Franchir la barrière ne présente guère de difficulté, les gardes n'arrêtant pas le flot incessant de passants. On se retrouve alors dans un enchevêtrement de petites rues, qui se faufilent entre des immeubles et des ateliers. C'est comme une petite ville, entourée d'une enceinte de murs et d'immeubles, donnant sur une seule porte. Dans la ville, on trouve des immeubles d'habitation, des ateliers, des réfectoires. Il y règne une atmosphère tranquille, surtout comparée à l'avenue voisine. Il s'agit d'une entreprise d'État, c'est-à-dire qu'elle dépend directement du ministère à Pékin. Cela a certainement été un avantage autrefois, car cela voulait dire que les salariés disposaient de services plutôt convenables au sein de leur unité de vie. Nul besoin d'aller à l'extérieur de l'unité pour se faire soigner, ni trouver une école primaire pour ses enfants. Les salaires sont très faibles, mais les salariés sont logés et pratiquement nourris par l'institution. D'ailleurs, nombre de leurs enfants continuent à se loger dans le Danteway, tout en ayant pris leur liberté et en allant travailler dans le privé. Cela s'appelle jouer avec les deux systèmes. Habiter presque gratuitement à Canton est un avantage considérable car les loyers y sont très élevés, et les opportunités d'emploi y sont des plus intéressantes. Alors, si un membre de la famille travaille ou a travaillé dans l'entreprise, ses proches vont s'efforcer de continuer à utiliser le logement de fonction. L'entreprise d'État a été créée en 1949 pour faire des tracteurs pour le Guangdong. De grande taille, elle deviendra point important, ce qui lui permettra de faire de gros investissements. Autour de 1980, on s'aperçoit que la production chinoise de tracteurs dépasse la demande, surtout dans le sud, où les lourds tracteurs ne sont pas adaptés au travail dans les rizières. Cumulant les pertes, l'usine réoriente sa production vers les machines à coudre. On peut être surpris par une telle transformation, les tracteurs ressemblent assez peu aux machines à coudre. En fait, la production est très intégrée, et donc différentes parties de l'usine vont pouvoir être réutilisées en réduisant leur taille. C'est le cas pour la forge qui sort des pièces moulées. C'est le cas pour les ateliers d'outillage. Mais les déperditions sont grandes en matériel et en ouvriers. L'usine au premier abord comporte beaucoup de secteurs tournant au ralenti. Les ateliers sont assez épars dans le Danteway. Ceux que nous avons visités contiennent de nombreuses machines chinoises assez vieilles et peu utilisées, et quelques machines plus modernes, souvent d'origine étrangère. Quelquefois, ce sont des machines chinoises auxquelles une université de Shanghai a greffé des commandes numériques d'origine japonaise. Les ouvriers s'activent sans trop de hâte dans une ambiance très détendue. L'usine n'en est pas moins considérée comme ayant eu de la chance. Avoir changé de production ne lui a pas retiré son statut d'usine d'État relevant de l'industrie lourde, laquelle industrie a généralement été privilégiée par les régimes socialistes. De fait, elle continue à bénéficier d'une main-d'œuvre relativement qualifiée et d'un accès aux prêts bancaires d'État. Et l'usine arrive ainsi à des résultats honorables. Produisant 90 000 machines par an, elle est considérée comme une des plus grosses unités de fabrication de machines à coudre du pays. Pour réussir cette performance, l'usine a acheté une licence américaine, Singer, sur les machines à coudre domestiques. Elle produit donc les vieux modèles que les consommateurs américains ne veulent plus acheter. L'usine a aussi établi une coopération technique avec des Japonais pour la production de machines à coudre industrielles. Elle est associée à une société d'Hong Kong, laquelle lui permet d'exporter un tiers de sa production à l'étranger. Du fait de son statut antérieur d'industrie lourde, l'entreprise a le droit d'exporter directement, elle bénéficie d'une certaine facilité à l'investissement et nous verrons plusieurs équipements modernes à commande numérique. La direction de l'entreprise a été très impressionnée par la visite d'usines japonaises.
Elle y a trouvé des ouvriers qui travaillaient beaucoup plus vite et avaient davantage le souci de la qualité. Elle voudrait pouvoir mobiliser davantage ses ouvriers, d'autant que l'usine n'est toujours pas rentable. Cette absence de rentabilité n'est pas étonnante, car il faut supporter les salaires des personnels que l'on n'a pas réussi à reconvertir à la production de machines à coudre. Ce passif est dur à traîner, et l'on ne voit pas bien ce qui pousserait ces salariés à quitter le Danwei où ils ont un petit salaire, mais un salaire assuré, et un logement bien meilleur que ce qu'ils pourraient s'offrir s'ils quittaient le Danwei. Quant aux ouvriers qui ont réussi à s'adapter aux nouvelles productions, ils se plaignent de la faiblesse de leur salaire. De récentes réformes ont rendu possible de verser des primes, et donc d'augmenter sensiblement les salaires, bien que l'on soit dans une entreprise d'État. Mais les ouvriers luttent contre toute augmentation individualisée, ce qui rend plus difficile la motivation de ceux qui travaillent sur les machines de pointe. Les ouvriers sont capables de toucher à la programmation, corrigeant les plus grosses erreurs lors des essais. Ces ouvriers semblent résister aux demandes d'amélioration de la qualité et de la productivité. On peut y voir une solidarité de fait avec leurs camarades, qui pourraient se retrouver mis à l'écart parce qu'ils seraient incapables de suivre les nouvelles exigences de productivité et de qualité. On peut aussi y lire une forme de rejet de la reconversion. Les ouvriers, mis au rebut par la reconversion de l'usine de tracteurs, sont toujours leurs voisins. Ils n'ont probablement pas très envie de vivre cette mise à l'écart. Et puis les temps et les règles changent très vite. Comment être certain que la prochaine restructuration ne se traduira pas par des licenciements secs ? L'entreprise donne l'impression de vivre dans un monde plus incertain aujourd'hui qu'hier. Nous avons recueilli quelques éléments pour mesurer la capacité de l'usine à durer dans le temps. Même si notre diagnostic manquait d'informations pour être abouti, il dégageait déjà des points inquiétants. Le diagramme mesure la capacité de l'usine à durer, quels que soient les défis qu'elle aura à relever à l'avenir. Cette capacité est décrite par des liens entre les lieux où se produisent et ceux où s'utilisent les informations stratégiques pour la survie de l'usine. Notre diagramme met en évidence un axe central, l'axe vertical entretien-conduite. Le fait de l'existence d'un lien entre les deux fonctions veut dire que les personnels d'entretien donnent bien aux ouvriers de fabrication les informations dont ces derniers ont besoin pour réduire le nombre de pannes. En retour, ils savent bien ce qui s'est passé, erreurs humaines ou défaillances techniques, préalablement aux pannes sur lesquelles ils doivent intervenir. De ce fait, les pannes ne sont pas un problème pour l'usine. Cette situation n'est pas donnée partout. Michel Crozier décrit une entreprise française d'État où l'entretien s'efforce de ne pas transmettre d'informations à la fabrication, afin d'augmenter son pouvoir sur la fabrication, mais au détriment de la vitesse de résolution des problèmes techniques. Mais le reste du diagramme fait apparaître une très mauvaise communication entre les différentes fonctions qui participent de la fourniture de machines à coudre à des clients. Entreprise d'État d'une économie planifiée, les décisions stratégiques sont prises loin de la production. Les décisions d'investissement suivent une logique d'État et sont prises par des gens qui ne sont en contact ni avec l'usine ni avec les clients. Une fois achetées, les machines sont payées par la Banque populaire de Chine, laquelle a fait un prêt de longue durée à l'entreprise, 30 ans. Ce type de prêt n'est pas aussi intéressant qu'il n'y paraît. En effet, l'amortissement est indolore, donc il n'est pas nécessaire de rentabiliser au mieux l'équipement. En fait, l'usine a pu s'équiper d'un certain nombre de machines modernes et assez coûteuses, lesquelles sont seules en mesure de parvenir à des normes de qualité permettant l'export. Mais, ces équipements ne sont pas exploités au maximum. On peut aussi dire que l'entreprise, n'ayant pas le sentiment de payer l'équipement du fait de la douceur du prêt, n'est pas poussée à en tirer le maximum. Absence de lien essentiel usine d'État de machines à coudre, Canton 1993. Les clients ne sont pas connus de l'usine. En effet, en Chine, les machines sont en général commandées par des grossistes publics qui les achètent selon des quantités et des prix fixés par le plan. Au moment de la visite, le prix de vente ne permet pas d'équilibrer les comptes de l'entreprise. Les exportations sont gérées par la société hongkongaise. Mais les cadres de l'usine ont très peu d'informations sur le marché international de leurs produits. Ils ne savent pas s'il est facile ou non d'y augmenter leur part de marché.
Ils se disent que s'ils pouvaient doubler leurs exportations, l'usine serait rentable. Mais leur organisation ne leur permet pas d'utiliser à fond les machines qui seules permettent une qualité acceptable par la société commerciale hongkongaise. Alors, ils demandent davantage de machines étrangères. Leurs autorités de tutelle hésitent du fait du niveau déjà élevé de l'endettement de l'usine. Au vu du tableau, nous pouvons considérer que la survie de cette usine est artificielle. Si elle n'était pas portée par l'État, elle serait tout à fait incapable de faire face à des évolutions de la technologie ou du marché. Elle verra ces évolutions trop tard pour pouvoir s'y adapter. Et pourtant, les cadres et les ouvriers rencontrés ne manquent pas de bonne volonté. On s'aperçoit que les ouvriers ont réussi à se former un minimum à la commande numérique, et ils sont capables de récupérer les dérives, voire de programmer des pièces nouvelles, à condition qu'elles ne s'éloignent pas trop du modèle initial. L'usine est incapable de réaliser des pièces vraiment différentes. Elle ne peut donc que s'appuyer sur son fournisseur japonais pour la programmation de nouvelles pièces. Heureusement pour elle, l'entreprise a pris la précaution de s'assurer un contrat d'assistance de longue durée, 10 ans. Ainsi, les techniciens japonais viendront chaque fois que nécessaire, mais assez rarement cependant car ils sont chers. En fait, l'usine assimile assez bien les technologies d'origine étrangère, mais elle a une faible rentabilité et une faible capacité à suivre les évolutions de la technologie et du marché. Nous sommes donc encore assez loin du miracle chinois. D'ailleurs, sans disparaître totalement, l'usine ne cessera de décroître. En 2004, elle a presque disparu, le Danwei ayant abandonné la majorité de son terrain pour réaliser de fructueuses opérations immobilières. Danwei. Le Danwei est une originalité du système communiste chinois, qui prend sa source dans le monde féodal. Danwei se traduit par unité de vie. Le membre d'un Danwei est en quelque sorte sujet du Danwei dont il dépend pour tous les aspects de sa vie. Les Chinois naissaient dans un Danwei qui les soignait, les nourrissait, les éduquait et les surveillait. C'est le Danwei qui tenait les registres d'état civil. Le salarié d'un Danwei était logé et nourri par son Danwei. Ses enfants en devenaient automatiquement membres à la naissance. Le mariage entre personnes de deux Danwei différents représentait toujours une difficulté, parce qu'il était pratiquement impossible de dépendre de deux Danwei différents. Cela explique que pendant la révolution culturelle, les intellectuels envoyés à la campagne évitaient les liaisons amoureuses avec des paysannes car ils risquaient de devoir se marier et de se retrouver automatiquement enregistrés comme membres du Danwei de leur épouse. Dès lors, ils auraient pratiquement perdu tout espoir de revenir un jour dans leur Danwei d'origine. Si un membre manifestait des prédispositions particulières, alors le Danwei pouvait le céder à une école ou une université. Dès lors il changeait de Danwei. L'école ou l'université pouvait alors le garder indéfiniment, en le recrutant à l'issue de sa formation. Elle pouvait aussi le céder à un autre Danwei, cette fois éventuellement contre un paiement, puisque le Danwei qui récupérait le citoyen bénéficiait de l'investissement éducatif fait par l'école. Or les Danwei sont loin d'être équivalents entre eux. Il y a des Danwei riches car relevant d'un domaine politique stratégique, l'armée, les technologies de pointe, etc., et des Danwei pauvres, voire très pauvres car disposant de peu de ressources et étant négligés par les autorités. Naître dans un Danwei riche ou pauvre changeait complètement le sort. Dans un Danwei pauvre, on ne bénéficiait que d'un système de soins sommaires, on risquait de ne pas avoir accès à l'école primaire et l'on se trouvait pratiquement sans argent. Dans un Danwei riche, on bénéficiait d'un niveau de vie beaucoup plus élevé et surtout de meilleurs soins. Les Danwei riches n'hésitaient pas à payer de bonnes écoles à leurs enfants dans l'espoir d'en voir certains réussir le concours d'entrée à l'université. Dans les années 70, il n'y avait pratiquement qu'un autre moyen de quitter son Danwei, c'était de s'engager dans un mouvement de garde rouge. Ce fut probablement une des raisons de l'importance de la révolution culturelle. Nombre de jeunes trouvèrent dans l'engagement dans la révolution culturelle le moyen de sortir de leur misérable Danwei et de courir vers d'autres cieux prometteurs. À partir des années 80, il devient possible de prendre seul l'initiative de quitter son Danwei. C'est une vraie liberté. De plus en plus de gens vont sortir des Danwei. Dans les joint ventures,
Les salariés chinois appartiennent généralement à un Danwei qui est le partenaire chinois de l'étranger. La gestion du personnel dépend alors principalement du partenaire chinois. Ce sera le cas pour les usines Peugeot et de micro-ondes, dont nous parlerons dans la deuxième partie. Mais vers la fin des années 90, il va devenir possible pour les entreprises étrangères de posséder en Chine des filiales à 100%. Dès lors, ce ne sont plus des Danwei. Les salariés chinois qui entrent dans ces entreprises perdent la couverture de leur Danwei. Certes, ils ont des bons salaires, mais avec ce salaire, il faut se nourrir, se loger, payer l'école de l'enfant unique. En principe, leur entreprise est tenue de leur payer une assurance maladie et retraite, mais on voit des cas où les salariés perdent toute couverture, ce qui peut les plonger dans la misère. Cette destruction du système qui couvrait tout le monde est atténuée par la force du développement économique. L'autre manière de sortir du Danwei est de créer ou d'entrer dans une entreprise privée. Les 3 derniers exemples en seront l'illustration. La disparition des Danwei est probablement l'événement social le plus important pour les citoyens chinois. En effet, ce mouvement a pris une importance énorme car la grande majorité des emplois créés se font hors Danwei. Pour des membres de Danwei, prendre un emploi dans le privé a plusieurs noms. On appelle cela se jeter à la mer, xiaai, une mer d'opportunités, mais une mer où l'on peut se noyer. On emploie aussi l'image du bol de riz en fer qui traduit une maigre pitance mais que l'on aura toujours car le bol est incassable. Partir dans le privé, c'est échanger ce bol contre un bol de porcelaine plus luxueux mais qui peut se briser. En fait, beaucoup de ménages jouent sur les 2 systèmes. Ainsi, plusieurs membres bénéficient d'emplois privés bien payés, mais continuent à habiter dans le Danwei de leurs parents. C'est une manière astucieuse d'appliquer le précepte de Deng Xiaoping, un pays, 2 systèmes, en profitant de la sécurité du système socialiste et des salaires du système capitaliste. Cette situation est devenue un problème pour les universités qui doivent héberger des centaines de familles qui conservent leur logement, alors qu'elles ne travaillent en fait nullement pour l'université. L'abandon massif des Danwei pose des problèmes de contrôle social et des problèmes de société. Dans le Danwei, il est difficile d'être asocial, de voler, d'avoir des comportements déviants car tout se sait. Tout le monde subit en permanence les regards croisés de la famille, des collègues et du parti. Lorsque l'on quitte le Danwei, on s'éloigne du regard croisé de ces 3 institutions. Il faut alors se trouver une morale pour décider ce qui est bien et ce qui est mal. La morale personnelle en général se construit dans la référence au modèle parental, référence qui perd une grande partie de sa pertinence du fait du changement violent de contexte. Autrement dit, les Chinois expérimentent de nouveaux comportements avec les risques de déstabilisation que l'État cherche à enrayer par une répression très forte de toute déviance. Beaucoup de Chinois se réfugient dans les modèles de leur passé pour conserver des fonctionnements de personnes surveillées. On dit qu'ils ont encore un Danwei dans la tête. Freud traduirait alors certainement Danwei par surmoi. D'autres problèmes liés à la disparition des Danwei sont ceux de l'augmentation du chômage, des migrations économiques internes et de la perte de ressources par des millions d'individus. Ce problème est aggravé par le fait que nombre d'entreprises publiques ferment, précipitant leurs membres hors du cadre protecteur des Danwei. Dans le delta de la rivière des Perles, le problème n'est pas très important tant est forte l'activité économique. Les perdants de la révolution industrielle chinoise actuelle peuvent souvent s'appuyer sur des membres de leur famille qui ont eu plus de chance. Tout autre est la situation dans certaines régions du centre et du nord de la Chine, où la fermeture de milliers d'unités de vie met à la rue des millions de personnes qui n'ont d'autres ressources que de chercher à immigrer dans les régions riches. Ce faisant, ils nourrissent le développement industriel du delta de la rivière des Perles qui a besoin de toujours plus d'ouvriers déracinés, c'est-à-dire d'ouvriers prêts à accepter à la fois des bas salaires et des mauvaises conditions de travail. L'expérience du taylorisme montre qu'on n'est pas OS de père en fils. Ceux dont un parent a été ouvrier assigné à une tâche décomposée selon les principes de Taylor n'acceptent plus de telles tâches pour eux-mêmes. En fait, j'ai eu l'occasion d'observer des organisations taylorisées au début de ma carrière en France, puis en Amérique latine et maintenant en Chine. Il semble bien que les ouvriers ne tiennent guère plus de 15 à 20 ans sur de tels postes. Ce fait a limité l'expansion de la méthode en France, puis en Amérique latine. En Chine,
Le réservoir d'ouvriers déracinés potentiels est beaucoup plus en vaste, et le taylorisme y pourrait durer plus longtemps. Une usine d'État qui prend de la bouteille. La Guangzhou Bolichang, usine de verre de Canton, est une entreprise d'État chinoise. Elle a été créée en 1956 au moment de l'industrialisation massive du premier plan quinquennal, 1953-1958. Jusqu'à la réforme de 1978, elle dépend du ministère de l'Industrie légère. L'usine est chargée à cette époque de répondre à la demande de fabrication de bouteilles de la province du Guangdong. Elle évolue dans le cadre d'un marché protégé. Elle reçoit tous ses inputs de production de l'État. La production est très réduite à la fois dans les quantités produites, 20 000 bouteilles à l'année, comme dans l'étendue de la gamme proposée. Les équipements sont en fait copiés sur ceux qui ont été transférés d'Union soviétique vers une usine chinoise dans une autre province durant le premier plan quinquennal. L'URSS cherchait à l'époque à étendre son système économique à la Chine, laquelle n'avait guère d'autre soutien sur la planète. Au moment de notre enquête, l'usine produit essentiellement des petites bouteilles pour la bière, mais aussi pour Coca-Cola. L'entreprise a 4 fours et donc 4 lignes de production qui tournent 24h24. 2 lignes sont de conception chinoise, même si elles contiennent beaucoup de dispositifs et d'équipements importés. Une ligne a été montée par une équipe américaine et dispose d'une commande assistée par ordinateur, qui ne fonctionnait pas au moment de notre visite. Une autre ligne est copiée sur la ligne américaine. Cette copie a été effectuée, à l'insu des Américains, par des enseignants d'une université pékinoise. L'équipe pékinoise n'a pas su reproduire les automatismes. En 1992, les Américains sont partis, le contrat d'assistance qui durait sur 5 ans venant d'arriver à terme. Nos interlocuteurs nous disent qu'ils ne souhaitent pas retravailler avec des Américains, même si les performances de la ligne montée par ces derniers sont nettement meilleures, 8% de rejet pour une moyenne de 30% dans l'usine. L'usine a un gros problème de stock. Ces équipements sont arrivés à pleine production à un moment où, suite aux événements de Tiananmen, la consommation a fortement diminué. Dans un premier temps, une très grosse commande coréenne a permis de vendre. Mais cette commande était ponctuelle. Elle était faite par un industriel qui avait pris des commandes avant que sa propre usine ne soit opérationnelle en Corée. Maintenant les stocks envahissent l'usine. De plus, les coûts des matières premières et de l'électricité ayant fortement cru, l'usine est partiellement étranglée. Enfin, elle a un gros niveau de rejet. Dans les lignes classiques, 30% de la production est recassée et renvoyée dans le four. Ce taux est inférieur dans la ligne copiée et atteint un minimum de 8% dans la ligne de conception américaine. Même à 8%, le taux reste élevé, il augmente la facture énergétique, mais surtout il est l'expression de nombreux dysfonctionnements dans la fabrication. Notons que l'usine exporte une partie de sa production à Hong Kong et à Singapour. Cela prouve que sur les 2 lignes les plus modernes, on arrive à une relativement bonne qualité. Le directeur ne se fait pourtant guère d'illusions. Il sait que les bouteilles sont encore trop épaisses pour correspondre au canon des pays développés. Le transfert de technologie avec les Américains a d'abord porté sur du savoir-faire et sur la programmation. Entre 1986 et 1989, des dizaines d'ingénieurs américains sont venus dans l'usine. Dans le même temps, environ 200 Chinois ont été aux États-Unis. De nombreux équipements ont alors été achetés en Occident, et notamment en Allemagne et Belgique, pour la chaîne automatique d'approvisionnement de 2 lignes. L'entreprise n'a pas rompu les ponts avec ses fournisseurs. Elle continue à leur acheter des pièces de rechange pour avoir la qualité dont elle a besoin. Cela coûte cher. Mais l'usine dispose d'une astuce pour avoir des devises. La ligne copiée sur les Américains constitue une joint venture avec une société d'Hong Kong. Ceci permet de réutiliser une partie des devises gagnées, sans avoir à demander d'autorisation à Pékin. De ce fait, l'usine arrive à se fournir en pièces détachées étrangères. La partie hongkongaise, dégoûtée par les pertes financières, s'est pratiquement retirée de la joint venture, mais les dirigeants de l'usine ont réussi à conserver le statut de joint venture pour la ligne. L'usine perd de l'argent. Voyons ce que peut nous dire notre analyse de l'efficience productive. Le diagramme est un peu plus complet que celui de l'usine de machines à coudre.
Nous avons un lien entre l'investissement et la fabrication. En effet, et bien qu'elle soit une entreprise d'État, l'usine a conservé une marge de manœuvre en matière d'investissement, notamment pour les équipements étrangers, grâce à son statut de joint venture. Cela explique une amélioration lente, mais continue, de la qualité du produit. En cela, cette usine dispose d'un grand avantage sur celle des machines à coudre vues pourtant un an plus tard. Les performances restent limitées. La commercialisation n'est pas du ressort de l'usine, mais d'un bureau pékinois. De ce fait, l'usine ne connaît pas ses clients et aura du mal à anticiper leurs exigences. Elle est donc tentée de penser qu'il vaut mieux ne pas faire évoluer ses produits autrement qu'en améliorant la qualité. Elle a donc très peu de potentiel d'innovation. Au plan technique, la situation est plus grave encore. Le lien en pointillé entre conception et installation d'équipements se doit au départ des Américains. Dans notre méthode, le pointillé désigne un lien qui a existé et s'est rompu. Ici, la rupture est intervenue alors que le transfert n'était pas achevé. L'usine ne maîtrise pas parfaitement la ligne de conception américaine, et surtout, la ligne copiée sur les Américains ne semble pas pouvoir atteindre les performances du modèle. La rupture d'avec les Américains aura probablement des conséquences plus lourdes à moyen terme, faute de bénéficier du support technique des concepteurs. L'usine aura bien du mal à faire évoluer ces deux lignes les plus modernes. Le transfert Brisé-Verry, Canton 1992. Nous pourrions décrire d'autres établissements industriels ressemblant à l'usine de machines à coudre, ou à cette verrerie. À nous promener dans ces usines, nous découvrons un niveau d'organisation et de technicité à mi-chemin entre celui des usines d'Afrique noire et celui des usines du Mexique. La réussite industrielle semble encore loin. Il y a pourtant une réelle stratégie de développement technologique. Cette stratégie n'est pas bien définie, mais elle est soutenue par une volonté politique et une capacité à investir dans la technologie et la formation des salariés concernés par celle-ci. Il y a également une inscription de cette stratégie dans des coopérations avec des laboratoires universitaires. Tous les éléments sont en place pour expliquer des réussites techniques publiques que nous voyons aujourd'hui notamment en pharmacie et dans le domaine spatial. Mais, les analyses d'entreprises d'État actuelles présentent encore des diagrammes assez pauvres, ce qui indique une certaine incapacité de l'État central à mettre au point des stratégies industrielles performantes. Les observations d'usines d'État donnent l'image d'un pays très en retard au plan technique, tant dans ses modes de gestion, que dans sa gestion des ressources humaines. Ce n'est pas moi qui, à l'époque, aurais parlé de miracle chinois. Pourtant, les statistiques chinoises sont déjà là qui montrent un décollage industriel et économique de la Chine et particulièrement de la région cantonaise. Alors, où se trouvait le développement industriel ? Si mes analyses sont justes, le retard chinois porte sur la technologie, les modes de gestion et la mobilisation de la main-d'œuvre. Alors me vient l'idée d'aller voir les entreprises étrangères en Chine. En effet, ces entreprises possèdent précisément les compétences qui manquent à la Chine. Dès le début des années 90, je commence à regarder de près les entreprises à capital étranger. Dans les rues de Canton, on voit de temps en temps rouler des 504 Peugeot. Ce sont soit des berlines, soit des hybrides de camionnettes chinoises montées sur le châssis et le moteur d'une 504. J'apprends que Peugeot est à Canton. Les premiers cadres français que je rencontre sont dithyrambiques. Peugeot est une très bonne affaire. L'entreprise gagne de l'argent, produit une voiture solide et prend pied parmi les premiers constructeurs automobiles en Chine. Canton, Shanghai ou Pékin ? Les services économiques de l'ambassade de France nous ont fourni la matière pour construire le présent tableau. Il est très parlant. Notons d'abord que le Guangdong plus Shenzhen réalise à eux deux plus de 49% des exportations de la Chine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.